Un garçon de 7 ans, orphelin et seul, trouve refuge dans une boîte en carton derrière une boulangerie. Malgré la faim et la misère, il partage le peu qu'il possède et porte, sans le savoir, un don capable de transformer la douleur en espoir. En touchant un homme paralysé et sans foi, il réveille en lui son premier mouvement depuis 10 ans, et une chance de rédemption. Mais le véritable miracle se produit lorsque l'amour simple d'un enfant apprend à un millionnaire à marcher de nouveau, dans son corps et dans son âme. Avant de commencer cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de laisser un j'aime sur la vidéo, ce qui est très important pour nous, et dites-nous depuis quelle ville vous regardez cette histoire. La nuit tombait sur Paris comme un manteau lourd et silencieux. Dans l'Est parisien, entre les rues animées de Belleville et les ruelles oubliées qui traversèrent le quartier, existait un monde invisible aux yeux pressés de la grande ville. C'était là, à l'arrière d'une boulangerie qui exhalait l'odeur sucrée du pain frais pendant la journée, qu'un garçon de 7 ans nommé Gabriel trouvait son refuge chaque nuit. La boîte en carton qui lui servait de maison n'avait pas grand-chose à offrir à part une protection contre le vent froid qui soufflait aux aurores parisiennes. Gabriel l'organisait avec soin, pliant les rabats pour former une sorte de toit improvisé, et tapissait le sol de feuilles de journal qu'il ramassait sur les trottoirs. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à lui. C'était le seul endroit au monde où il pouvait fermer les yeux sans craindre d'être chassé. L'histoire de Gabriel ressemblait à tant d'autres qui se perdaient dans le bruit de cette immense métropole. Sa mère, Lucienne, était partie seulement 3 mois plus tôt, emportée par une maladie arrivée rapidement et de manière dévastatrice, sans laisser le temps pour les adieux ou les préparatifs. Elle était tout ce que le garçon avait. Sans père connu, sans grands-parents vivants, sans oncle ni cousin qui auraient pu assumer la responsabilité, Gabriel se retrouva seul du jour au lendemain. Les voisins de l'immeuble vétuste où il vivait avaient tenté d'aider les premières semaines, mais la vie était déjà trop dure pour tout le monde. Personne ne pouvait prendre en charge une bouche de plus à nourrir. C'est ainsi que Gabriel a connu la rue. Les premiers jours, il pleura jusqu'à ne plus avoir de larmes. Il appelait sa mère dans les coins sombres, espérant qu'elle apparaîtrait pour venir le chercher, comme elle le faisait quand il se perdait au marché. Mais elle n'est pas revenue. Elle ne reviendrait plus jamais. Et le garçon dut apprendre, seul, les règles cruelles de la survie urbaine. La boulangerie Notre Pain était gérée par Madame Irène, une dame aux cheveux blancs et aux yeux doux qui avait plus de 70 ans. Elle fut la première personne à remarquer le petit garçon dégingandé qui dormait à l'arrière de son établissement. Au lieu de le chasser comme tant d'autres l'avaient fait, Madame Irène commença à laisser des pains de la veille dans un sac en plastique à côté de la porte de derrière, toujours en fin de soirée, lorsqu'elle fermait la boulangerie. Gabriel n'oublierait jamais la première fois qu'il a trouvé ce sac. Il l'ouvrit avec des mains tremblantes, y croyant à peine. Il y avait 3 petits pains, durs mais encore mangeables, et un morceau de gâteau rassis. Il mangea l'un des pains sur le champ, sentant les larmes couler sur son visage maigre. C'était le premier repas décent qu'il goûtait depuis des jours. Mais même avec la faim qui le tenaillait, il garda les 2 autres pains. Il savait qu'il y avait d'autres personnes dans les environs qui en avaient aussi besoin. C'est ainsi qu'il a connu Monsieur Victor et Madame Thérèse. Monsieur Victor était un homme qui devait avoir dans les 70 ans, complètement aveugle, qui passait ses journées assis à un coin de rue à demander des pièces aux passants. Personne ne connaissait vraiment son histoire, mais Gabriel remarqua tout de suite que le vieil homme ne parvenait jamais à rassembler assez d'argent, même pour un sandwich. Madame Thérèse était différente. Elle parlait toute seule, criait parfois après des gens que personne d'autre ne voyait, vivait dans un monde à elle, à l'intérieur de son esprit confus. Les autres sans-abri l'évitaient, mais Gabriel ressentait une profonde compassion pour elle. Cette première nuit, il partagea les pains avec eux 2. Monsieur Victor serra la petite main du garçon et le remercia d'une voix étranglée par l'émotion. Madame Thérèse cessa de parler toute seule pendant quelques secondes et sourit, un sourire rare et sincère qui illumina son visage sale. Et ce fut à ce moment-là, en touchant les mains calleuses du vieil aveugle, que quelque chose d'étrange se produisit. Gabriel sentit une chaleur monter le long de ses bras, une sensation réconfortante et puissante qui venait d'un endroit en lui qu'il ne savait pas expliquer. Monsieur Victor écarquilla ses yeux vides et dit que son dos, qui le faisait souffrir depuis des semaines,
allait soudainement mieux. Le garçon ne comprit pas ce qui s'était passé. Il pensa que c'était une coïncidence, que le vieil homme était simplement gentil. Mais ce n'était pas une coïncidence. Les jours suivants, Gabriel remarqua que chaque fois qu'il touchait quelqu'un qui souffrait vraiment, quelque chose se passait. Ce n'étaient pas des miracles spectaculaires, mais de petits soulagements. Un mal de tête qui passait, une fièvre qui baissait, un corps fatigué qui trouvait le repos. Il ne comprenait pas cela comme un don surnaturel. Pour Gabriel, c'était juste sa façon de partager la bonté que sa mère lui avait toujours enseignée. Lucienne disait qu'on ne devient jamais vraiment pauvre quand on a de l'amour dans le cœur à partager. Et le garçon prenait cela au sérieux. Pendant que Gabriel luttait pour survivre dans les rues de Belleville, de l'autre côté de la ville, dans le quartier chic de Neuilly-sur-Seine, à l'intérieur d'un hôtel particulier imposant entouré de hauts murs et de jardins impeccables, vivait un homme complètement différent. Son nom était Édouard Lambert, et il était à la tête d'une fortune bâtie au fil de décennies de travail dans le secteur immobilier. Immeubles, centres commerciaux, résidences de luxe. Le nom Lambert était affiché partout dans Paris. Mais à quoi servait tout cet argent si Édouard ne pouvait même pas se lever de son fauteuil roulant? 10 ans s'étaient écoulés depuis l'accident qui lui avait volé l'usage de ses jambes. Un accident stupide, banal même. Une chaussée mouillée, une voiture hors de contrôle. Édouard avait survécu mais n'avait plus jamais été le même. À partir de ce jour, sa vie luxueuse s'était transformée en une prison de marbre et de cristal. Sa femme, Hélène, était partie 2 ans après l'accident. Elle n'avait pas supporté de voir son mari sombrer dans l'amertume et la dépression. Leurs enfants étaient déjà adultes et avaient leur propre vie dans d'autres pays. Il lui rendait visite 1 ou 2 fois par an, accomplissant un protocole familial. Édouard n'avait que ses employés et sa nièce, Monique, la fille de son frère décédé. Monique était apparue dans la vie d'Édouard peu après le départ d'Hélène. Elle était arrivée les larmes aux yeux, disant que son oncle était la seule famille qui lui restait, qu'elle voulait prendre soin de lui. Édouard, fragilisé et solitaire, avait accepté sa présence. Il lui avait donné une aile de l'hôtel particulier, une allocation généreuse, un accès illimité. Il n'avait jamais remarqué que les yeux de sa nièce brillaient non pas d'amour, mais d'ambition. Monique avait tout planifié froidement. Elle savait qu'elle était sur le testament, mais elle voulait s'assurer qu'elle hériterait de tout. Pour cela, elle devait maintenir Édouard isolé, dépendant, et surtout convaincue qu'elle était la seule personne qui se souciait de lui. C'est elle qui avait engagé l'infirmier Marcel, un type grand et musclé au passé douteux, mais qui savait faire le sale boulot sans laisser de traces. Marcel traitait Édouard avec une brutalité subtile. Quand personne n'était là, il le serrait trop fort en l'aidant à s'habiller, poussait le fauteuil roulant avec des secousses intentionnelles, faisait des commentaires méchants sur sa condition. Édouard s'était plaint quelquefois à Monique, mais elle défendait toujours Marcel, disant que son oncle était trop sensible, que les infirmiers avaient un travail difficile. Le seul employé qui traitait Édouard avec dignité était Monsieur Jacques, le chauffeur qui travaillait pour la famille depuis plus de 20 ans. Jacques avait connu Édouard quand il était encore un homme vibrant et ambitieux. Il avait vu l'ascension de l'Empire Lambert, avait été témoin du mariage heureux avec Hélène, avait suivi la naissance des enfants. Et maintenant, il voyait avec tristesse son patron dépérir dans cet immense hôtel particulier, entouré de luxe, mais complètement seul. C'est un mardi pluvieux que le destin décida d'entrelacer ces 2 vies si différentes. Édouard avait un rendez-vous médical à l'hôpital américain de Paris. Encore une séance de kinésithérapie qui n'apportait aucun résultat. Monsieur Jacques conduisait la Mercedes noire avec précaution dans les rues mouillées de Paris, écoutant sur la banquette arrière les grognements amers de son patron. Il revenait de l'hôpital traversant Belleville lorsque le moteur de la voiture commença à faire un bruit étrange. Jacques fronça les sourcils, inquiet. Le bruit augmenta et, soudain, une fumée blanche commença à sortir du capot. Il n'y avait pas d'autre choix que de s'arrêter. Par une ironie du sort, ils s'arrêtèrent juste en face de la boulangerie Notre Pain, où Gabriel dormait toutes les nuits. C'était la fin de l'après-midi. Gabriel était assis sur le trottoir, observant le mouvement, quand il vit la Mercedes se garer. De telles voitures n'étaient pas courantes dans ce quartier. Ses yeux brillèrent d'une étincelle d'espoir. Peut-être que le chauffeur aurait une pièce à lui donner. Il se leva,
essuya ses mains sales sur son short déchiré et s'approcha timidement. Monsieur Jacques avait le capot ouvert, inspectant le moteur avec préoccupation. Ce n'était pas un problème mécanique, c'était la durite du radiateur qui s'était rompue. Il allait devoir appeler une dépanneuse. Sur la banquette arrière, Édouard observait par la vitre teintée avec une expression ennuyée. Gabriel frappa légèrement à la vitre arrière. Édouard n'ouvrit la fenêtre que d'une fente, déjà prête à renvoyer un autre mendiant. « Que veux-tu, petit ?» La voix était froide, tranchante. Mais Gabriel ne fut pas effrayé, il était habitué au rejet. « Monsieur, vous n'auriez pas une petite pièce ? Juste une, pour acheter un pain. » Édouard leva les yeux au ciel. Encore un gamin des rues qui voulait de l'argent. Il allait le renvoyer avec une phrase dure quand quelque chose le fit s'arrêter. Il regarda mieux le garçon. Il remarqua les grands yeux sombres, la maigreur maladive, les vêtements en lambeaux. Mais ce n'est pas l'apparence misérable qui le surprit. C'était autre chose. Dans les yeux de ce garçon, il y avait quelque chose qu'Édouard n'avait pas vu depuis longtemps. Il y avait de la douleur, oui, mais il y avait aussi de la bonté. Une bonté pure et innocente qui toucha quelque chose d'endormi dans la poitrine endurcie de l'homme d'affaires. « Je n'ai pas de pièce, » répondit Édouard plus doucement qu'il ne l'avait prévu. Gabriel sourit sans rancune. « C'est pas grave, monsieur. Que Dieu vous bénisse. » Le garçon allait s'éloigner quand il remarqua que l'homme à l'intérieur de la voiture semblait aussi seul que lui. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une tristesse profonde que Gabriel connaissait bien. C'était la même tristesse qu'il voyait dans le miroir brisé de la ruelle, dans les rares moments où il parvenait à se regarder. « Vous êtes triste, » dit Gabriel, avec la sincérité brutale des enfants. Édouard cligna des yeux, surpris. « Quoi ? Vos yeux, ils sont tristes, comme les miens quand je pense à ma maman. »« Ta mère, » répéta Édouard, sentant une étrange pointe dans sa poitrine. « Où est-elle ? » ?»« Elle est partie, elle n'est plus là. Mais je sais qu'elle me voit de quelque part. » Édouard déglutit. Il y avait une innocence dans la façon dont le garçon parlait de la perte qui était à la fois touchante et dévastatrice. Ce gamin avait perdu sa mère, était seul au monde, et parvenait pourtant à sourire. Avant qu'Édouard ne puisse répondre, Gabriel tendit sa petite main sale à travers la fente de la fenêtre. « Je peux tenir votre main ? Ma maman disait que ça aide quand on est triste. » C'était une demande si simple, si pure, qu'Édouard ne put refuser. Hésitant, il tendit la main et toucha celle du garçon. Au moment exact où leurs peaux se touchèrent, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Une vague de chaleur parcourut le corps d'Édouard, commençant par la main et irradiant jusqu'à ses jambes paralysées. C'était comme si 1000 aiguilles de lumière traversaient ses muscles morts. Et puis, pour la première fois en 10 ans, Édouard sentit quelque chose. Un fourmillement, un mouvement minuscule dans le gros orteil de son pied droit. Il écarquilla les yeux, bouche bée. Il regarda ses propres jambes, puis le garçon. Gabriel souriait comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit. « Ça va mieux, monsieur ?» demanda le garçon. Édouard ne put répondre. Il était sous le choc. Ce n'était pas possible. Ça ne pouvait pas être réel. Mais il l'avait senti. Pour la première fois en une décennie, il avait senti ses jambes. Son orteil avait bougé. Il en était certain. Jacques ferma le capot et s'approcha de la fenêtre de son patron. « Monsieur Édouard, je vais devoir appeler la dépanneuse. » La durite a lâché. Mais Édouard l'entendit à peine. Il était fixé sur le garçon, qui s'éloignait déjà sur le trottoir. « Attends !» cria Édouard, avec une urgence qui le surprit lui-même. Gabriel s'arrêta et se retourna. « Comment t'appelles-tu, petit ?»« Gabriel. »« Gabriel, » répéta Édouard, savourant chaque syllabe. « Gabriel, je veux que tu viennes avec moi, chez moi. » Le garçon cligna des yeux, confus. « Chez vous ? » ?»« Oui, tu vas vivre avec moi. »« Mais monsieur, je ne vous connais même pas. » Édouard ne savait pas expliquer ce qu'il ressentait. Un mélange d'espoir, de peur et d'excitation qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années. Si ce garçon avait vraiment fait bouger ses jambes, même pour une seconde, alors il était la réponse qu'Édouard cherchait depuis une décennie. C'était la chance de marcher à nouveau, de vivre à nouveau. Peu importe, tu as besoin d'un endroit où rester, n'est-ce pas? Et je peux t'offrir ça. Un lit, de la nourriture, des vêtements propres.
Gabriel regarda l'hôtel particulier à travers la vitre de la voiture, puis regarda sa boîte en carton à l'arrière de la boulangerie. C'était un choix évident, mais quelque chose en lui hésitait. Il ne connaissait pas cet homme. Il ne savait pas s'il pouvait lui faire confiance. Ce fut Monsieur Jacques qui brisa l'impasse. Le chauffeur s'agenouilla à côté du garçon et parla d'une voix douce. « Tu peux faire confiance à Monsieur Édouard, petit. C'est un homme de parole. S'il te propose de l'aide, c'est qu'il le veut vraiment. » Gabriel regarda dans les yeux honnêtes de Jacques et sentit qu'il pouvait le croire. Il hocha la tête, encore incertain. « D'accord, je viens. » Édouard sourit. C'était un petit sourire, rouillé par le manque d'usage, mais un sourire quand même. Cela faisait si longtemps qu'il n'avait pas vraiment souri qu'il avait presque oublié ce que c'était. La dépanneuse arriva une demi-heure plus tard et remorqua la Mercedes jusqu'à l'hôtel particulier. Pendant le trajet en taxi, Édouard observa Gabriel dans le rétroviseur. Le garçon regardait par la fenêtre avec des yeux écarquillés, émerveillé par la ville qu'il connaissait si bien, mais qu'il voyait maintenant de l'intérieur d'une voiture, pour la première fois, en tant que passager, et non en tant qu'habitant des rues. Quand ils arrivèrent à l'hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine, Gabriel descendit de la voiture et resta planté à l'entrée, intimidé. Le portail électrique s'ouvrit, révélant de vastes jardins, des fontaines ornementales et une maison qui ressemblait à un palais. Il n'avait jamais imaginé que de tels endroits existaient vraiment. Madame Irène, de la boulangerie, vit tout depuis sa fenêtre. Elle vit le garçon monter dans la voiture avec l'homme riche. Son cœur se serra d'inquiétude, mais aussi d'espoir. Peut-être était-ce le miracle que Gabriel méritait. À l'intérieur de la demeure, Monique observait par la fenêtre du salon quand elle vit son oncle arriver accompagné d'un garçon en haillons. Elle fronça les sourcils, méfiante. Qu'est-ce que c'était que ça? Édouard n'avait jamais amené personne à la maison. Elle descendit, les escaliers en courant, préparant déjà un faux sourire. « Mon oncle, qui est ce garçon ?» demanda-t-elle, en gardant son ton doux habituel. « C'est Gabriel. Il va vivre ici avec nous, » répondit Édouard, avec une fermeté qui ne laissait aucune place à la contestation. Monique cligna des yeux, traitant l'information. « Vivre ici? Mais mon oncle, ne trouves-tu pas cela précipité ?»« Ça ne te regarde pas, Monique. Prépare-lui une chambre. La meilleure chambre d'amis, et des vêtements propres, et de la nourriture. Le garçon doit être affamé. » La nièce serra les poings, gardant son sourire, figé sur le visage. C'était inacceptable. Un gamin des rues envahissant la demeure, captant l'attention de son oncle. Elle devait agir, et vite. Mais cette nuit-là, tandis que Gabriel prenait son premier bain chaud depuis des mois, et enfilait un pyjama propre, mangeant à sa faim pour la première fois depuis le départ de sa mère, Édouard Lambert ressentait quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années. Il ressentait de l'espoir. Et cet orteil qui avait bougé, même pour un instant, était la preuve que les miracles étaient encore possibles. Ce qu'aucun des deux ne savait, c'est que ce n'était que la première page d'une histoire qui allait changer leurs deux vies pour toujours. Les premiers jours de Gabriel dans l'hôtel particulier furent comme vivre un rêve dont il craignait de se réveiller à tout moment. La chambre que Monique lui avait préparée à contre-cœur était plus grande que tout l'immeuble vétuste où il vivait avec sa mère. Le lit avait un matelas moelleux, des draps qui sentaient bon et des oreillers si douillets que Gabriel s'y enfonçait comme s'il flottait sur des nuages. Il y avait une salle de bain rien que pour lui, avec de l'eau, chaude qui coulait quand il le voulait, et des serviettes propres tous les jours. L'employée de maison, Rosanne, une dame brune aux yeux affectueux qui travaillait dans la demeure depuis 5 ans, se chargea de s'occuper du garçon. C'est elle qui l'aida à s'adapter, qui lui expliqua comment fonctionnèrent les choses dans ce monde si différent du sien. Rosanne avait un fils de l'âge de Gabriel qui vivait avec sa grand-mère en province, et elle traitait le garçon avec l'affection maternelle qui lui manquait tant. Gabriel se réveilla le premier jour, confus, ne sachant pas où il était. Pendant un instant terrifiant, il pensa que tout avait été un rêve. Mais ensuite, il regarda autour de lui, vit les murs clairs, sentit le confort du lit et se souvint. C'était réel. Tout cela était réel. Il prit son petit déjeuner dans la cuisine avec Rosanne et Monsieur Jacques. La table était garnie de pain frais, de fruits colorés, de jus de fruits naturels et de gâteaux faits maison. Gabriel mangea lentement, savourant chaque bouchée,
encore incrédule devant tant d'abondance. Entre deux bouchées, il posa des questions sur l'homme qui l'avait amené ici. « Monsieur Édouard est un homme bon, » expliqua Jacques, en buvant son café noir. « La vie n'a pas été tendre avec lui ces dernières années, mais au fond, il a un cœur généreux. Il est juste un peu perdu. »« Et cette dame qui m'a regardé de travers hier ?» demanda Gabriel avec la franchise des enfants. Rosanne et Jacques échangèrent des regards significatifs. L'employé de maison soupira avant de répondre. « Madame Monique est la nièce de monsieur. Elle vit ici et aide à s'occuper de lui. C'est juste sa façon d'être, un peu sérieuse parfois. » Mais Gabriel, même à seulement 7 ans, avait une intuition aiguisée par la vie dans la rue. Il savait reconnaître la fausseté quand il la voyait, et les yeux de Monique n'étaient pas seulement sérieux. Ils étaient froids, ils étaient dangereux. Après le petit déjeuner, ce fut Rosanne qui emmena Gabriel dans le salon où Édouard passait la plupart de son temps. C'était une pièce immense avec des fenêtres allant du sol au plafond qui donnaient sur le jardin. Édouard était dans son fauteuil roulant, regardant dehors sans vraiment rien voir, perdu dans des pensées amères. « Monsieur Édouard, Gabriel est là », annonça Rosanne d'une voix douce. L'homme d'affaires fit pivoter son fauteuil et fixa le garçon. À la lumière du jour, avec des vêtements propres et le visage lavé, Gabriel paraissait encore plus maigre et fragile que la veille. Mais ses yeux restaient les mêmes, grands, sombres et remplis de cette bonté inexplicable. « Bonjour », dit Gabriel, encore timide. « Bonjour, Gabriel. As-tu bien dormi ?»« Mieux que jamais, monsieur. Merci pour tout. » Édouard hocha la tête et congédia Rosanne d'un geste. Quand ils furent seuls, le silence pesa entre eux. Aucun des deux ne savait exactement quoi dire. Ce fut Gabriel qui brisa la tension. « Vous voulez que je tienne votre main à nouveau ?» Édouard hésita. Il y avait pensé toute la nuit. Il n'avait pas réussi à bien dormir, partagé entre l'espoir irrationnel et la peur d'avoir tout imaginé. Ce mouvement de l'orteil avait-il été réel? Ou juste un réflexe, une illusion créée par le désespoir? « Oui, » répondit-il finalement. « Oui, je veux. » Gabriel s'approcha et, sans cérémonie, prit la grande main calleuse d'Édouard entre les siennes. Il ferma les yeux, comme il le faisait toujours quand il essayait d'aider quelqu'un, et respira profondément. Édouard sentit à nouveau cette chaleur monter le long de ses bras, cette sensation étrange et réconfortante qu'il était impossible de décrire avec des mots. Les minutes passèrent en silence. Gabriel tenait fermement la main de l'homme d'affaires et Édouard sentait tout son corps se détendre d'une manière qui ne s'était pas produite depuis des années. Les tensions dans ses épaules, la douleur chronique dans son dos, tout semblait diminuer. Et puis, c'est arrivé. Ses orteils bougèrent. Pas un seul, mais plusieurs. Édouard sentit le mouvement clair et indéniable à l'intérieur de ses chaussures. « Mes orteils », murmura-t-il, la voix tremblante. « Gabriel, mes orteils bougent. » Le garçon ouvrit les yeux et sourit, ce sourire pur et sincère qui illuminait son visage maigre. « C'est bien, monsieur. Votre volonté de guérir est forte. Je peux la sentir. » Édouard regarda le garçon avec un mélange d'étonnement et de gratitude. Il ne savait pas ce qui se passait, ne comprenait pas comment c'était possible, mais peu importait. Pour la première fois en 10 ans, il y avait un réel espoir de guérison. À partir de ce jour, ils établirent une routine. Gabriel venait au salon chaque matin après le petit déjeuner et tenait les mains d'Édouard pendant 20 minutes. Parfois, il restait en silence, d'autres fois, il discutait. Le garçon racontait des histoires sur sa vie dans la rue, sur Monsieur Victor et Madame Thérèse, sur les nuits froides et les jours de faim. Édouard écoutait, fasciné, honteux de ses propres plaintes comparées à la souffrance réelle que cet enfant avait endurée. Au fil des semaines, l'amélioration d'Édouard devint indéniable. D'abord les orteils, puis le mouvement des chevilles. En 1 mois, il pouvait plier les genoux. Les médecins qui le suivaient étaient stupéfaits. Ils qualifièrent cela de guérison miraculeuse, de réponse tardive au traitement précédent. Mais Édouard connaissait la vérité. Ce n'était pas la médecine conventionnelle, c'était Gabriel. Le garçon aussi changeait. Il prenait du poids, ses joues s'arrondissaient, ses yeux brillaient de santé. Rosanne s'occupait de lui comme de son propre fils, Jacques l'emmenait en promenade dans la ville le week-end, et même les autres employés s'attachèrent à ce petit garçon poli et gentil qui était apparu de nulle part.
Mais tout n'était pas rose dans la demeure Lambert. Monique observait tout avec une irritation croissante. Elle voyait son oncle sourire à nouveau, le voyait s'enthousiasmer pour la vie pour la première fois depuis des années. Et pire, elle voyait Gabriel gagner une place de plus en plus grande dans le cœur d'Édouard. C'était inacceptable. Il fallait que ça cesse. C'est un jeudi après-midi que Monique mit son premier plan à exécution. Elle attendit qu'Édouard dorme pour entrer dans la chambre de Gabriel. Le garçon était là, dessinant sur un cahier que Rosanne lui avait donné. Quand il vit Monique entrer, il se leva poliment. « Bonjour, Madame Monique. » Elle força un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Gabriel, nous devons parler. C'est à propos de mon oncle. »« Il va bien ?» demanda le garçon inquiet. « Il va beaucoup trop bien. Et ça m'inquiète. Tu vois, l'oncle Édouard est un homme très riche. Il y a de mauvaises personnes qui pourraient vouloir profiter de lui. Tu comprends ça ?» Gabriel fronça les sourcils, confus. Il ne comprenait pas où elle voulait en venir. « Je veux juste l'aider à aller mieux, Madame Monique. Je ne veux rien d'autre. » Monique s'agenouilla pour être à la hauteur du garçon avec une fausse expression d'inquiétude. « Je sais, mon chéri, mais tout le monde ne le croira pas. Certaines personnes pourraient penser que tu fais semblant, que tu trompes mon oncle pour obtenir de l'argent. Ce serait terrible si quelqu'un appelait la police ou te renvoyait dans la rue, n'est-ce pas ?» La peur traversa le visage de Gabriel comme une ombre. Retourner dans la rue était son pire cauchemar. Retrouver la faim, le froid, la solitude. « Je ne trompe personne, dit-il d'une voix tremblante, je le jure. »« Je te crois, mentit Monique, mais pour ton propre bien, je pense qu'il vaut mieux que tu ne parles à personne de ces séances où tu tiens la main de mon oncle. Que ce soit notre secret, d'accord ?» Gabriel hocha la tête, perturbé. Monique quitta la chambre satisfaite. Elle avait planté la première graine du doute. Ce n'était que le début. Le lendemain, Marcel, l'infirmier, reçut des instructions de Monique. Il devait commencer à saboter subtilement la routine d'Édouard, retarder les médicaments, oublier les séances de kinésithérapie, créer de petits désagréments qui irriteraient son patron. L'objectif était de faire en sorte qu'Édouard associe la présence de Gabriel à de mauvais moments, afin que l'amélioration physique ne compense pas le stress émotionnel. Mais Marcel ne comptait pas sur la loyauté de Rosanne. L'employé de maison remarqua les changements dans le comportement de l'infirmier et commença à l'observer attentivement. Elle vit quand il administrait délibérément les médicaments au mauvais moment, quand il feignait d'oublier des rendez-vous importants, quand il parlait grossièrement à Édouard, dans les moments où il pensait être seul. Rosanne alla voir Jacques un samedi matin, avant que le reste de la maison ne se réveille. Elle lui fit part de ses soupçons, lui montra ce qu'elle avait vu. Le chauffeur écouta tout avec une expression sérieuse, la mâchoire serrée de colère contenue. « Nous devons le dire à Monsieur Édouard, dit Rosanne. Jacques secoua la tête. Il ne nous croira pas. Madame Monique a l'oncle dans sa poche. Si nous parlons maintenant sans preuve concrète, nous aurons l'air d'être jaloux du garçon ou contre sa nièce. Alors que faisons-nous? Nous surveillons, nous attendons, et nous protégeons Gabriel. Ce garçon est trop pur pour survivre au sale jeu de cette maison. » Pendant ce temps, Gabriel et Édouard continuaient leur séance quotidienne. L'homme d'affaires pouvait maintenant bouger ses jambes entières, fléchir ses muscles, sentir chaque centimètre de ses membres qui avaient été morts pendant une décennie. Les médecins parlaient de commencer une kinésithérapie intensive, d'essayer de le faire tenir debout avec un soutien. C'était une perspective qui semblait impossible à peine 2 mois plus tôt. Au cours d'une de ces séances, Édouard posa enfin la question qui lui trottait dans la tête depuis des semaines. « Gabriel, comment fais-tu ça? Comment me guéris-tu » Le garçon réfléchit un instant avant de répondre. « Je ne sais pas si je guéris, monsieur Édouard. Ma mère disait qu'on ne guérit personne. On aide juste les gens à trouver la force de guérison qui est déjà en eux. Ta mère semble avoir été très sage. Elle l'était. Elle savait toujours quoi dire quand j'étais triste ou que j'avais peur. Elle disait que l'amour est la seule chose qui reste quand tout le reste disparaît. » Édouard sentit sa poitrine se serrer. Quand était-ce la dernière fois que quelqu'un lui avait parlé d'amour? Hélène n'avait pas prononcé ce mot depuis des années avant de partir. Ses enfants le traitaient comme une obligation sociale. Monique faisait semblant, mais Édouard commençait à soupçonner que ce n'était que ça, une comédie. « Elle te manque ?» demanda l'homme d'affaires. « Tous les jours. Mais je sais qu'elle voudrait que je sois heureux. Alors, j'essaie de l'être. Comment y arrives-tu, Gabriel?
Comment arrives-tu à être heureux après tout ce que tu as traversé ?» Le garçon regarda dans les yeux fatigués de l'homme en face de lui et répondit avec une simplicité dévastatrice. « Parce que j'ai décidé de l'être. La tristesse, c'est facile, monsieur Édouard. N'importe qui peut être triste. Mais choisir d'être bon, choisir d'aider les autres même quand personne ne vous aide, ça, c'est plus difficile. C'est ma mère qui m'a appris ça. » Édouard resta silencieux pendant de longues minutes après cette réponse. 7 ans. Ce garçon n'avait que 7 ans et comprenait déjà plus de choses sur la vie que lui, avec ses 63 ans. C'était à la fois humiliant et inspirant. Cette nuit-là, après que Gabriel se fut couché, Édouard appela son avocat. Il voulait modifier son testament. Pas pour retirer complètement Monique, mais pour y inclure Gabriel de manière significative. Si le garçon parvenait à le faire remarcher, comme cela semblait de plus en plus probable, alors la moitié de sa fortune lui reviendrait. La maison, les investissements, tout serait partagé. C'était le moins qu'il puisse faire. Monique, évidemment, ne savait rien de cette conversation. Mais ses propres soupçons grandissaient. Elle voyait son oncle de plus en plus fort, de plus en plus indépendant. Bientôt, il n'aurait plus besoin de fauteuil roulant, plus besoin d'infirmier, plus besoin d'elle. Et si Édouard décidait de changer le testament? S'il décidait de tout laisser à ce gamin des rues, apparu de nulle part? Non. Cela ne pouvait pas arriver. Elle avait planifié pendant des années, sacrifié sa dignité, en feignant de l'amour pour un vieil homme amer, tout ça pour garantir cet héritage. Elle ne laisserait pas un garçon tout gâcher. C'est alors que Monique commença à planifier quelque chose de plus grand, de plus élaboré, de plus cruel. Si elle voulait retirer Gabriel de la vie d'Édouard une fois pour toutes, elle devait détruire non seulement la confiance de son oncle dans le garçon, mais l'image même de Gabriel. Elle devait le transformer d'ange sauveur en démon manipulateur. Les jours suivants, Monique commença à travailler en coulisses. Elle prit contact avec des gens de la pègre parisienne, des gens qui faisaient n'importe quoi pour de l'argent. Elle engagea des faussaires, des acteurs au chômage prêts à mentir, des détectives privés sans scrupules. Elle dépensa une fortune de sa propre poche, mais elle savait que cela en valait la peine. L'héritage était infiniment plus grand. Gabriel, ignorant tout cela, continuait sa routine innocente. Il se réveillait, prenait son petit déjeuner avec Rosanne et Jacques, passait la matinée avec Édouard à l'aider dans sa convalescence, l'après-midi étudiait avec une professeure particulière qu'Édouard avait engagée, et le soir, dînait avec tout le monde à la maison. Le week-end, il demandait à rendre visite à Madame Irène à la boulangerie, apportant des paniers de nourriture fraîche que Rosanne préparait pour les sans-abri du quartier. Édouard accompagnait ces visites quand il le pouvait, poussé par Jacques dans son fauteuil roulant. Voir Gabriel distribuer de la nourriture à Monsieur Victor et Madame Thérèse, voir l'affection sincère avec laquelle il traitait ces personnes que la société avait oubliées, touchait l'homme d'affaires d'une manière qu'il ne savait pas exprimer par des mots. C'est au cours d'une de ces visites qu'Édouard comprit quelque chose de fondamental. Peu importait que la guérison de ses jambes soit réelle ou un effet placebo, un miracle ou une coïncidence. Ce qui importait, c'est que Gabriel lui avait rendu quelque chose de bien plus précieux que la capacité de marcher. Il lui avait rendu la capacité de ressentir, de se soucier des autres, d'aimer. Mais pendant qu'Édouard réapprenait à aimer, Monique perfectionnait son plan de destruction. En quelques semaines, tout serait prêt. Et quand le piège se refermerait sur Gabriel, il n'y aurait aucune échappatoire. Cette nuit-là, le garçon fit un rêve étrange. Il rêva de sa mère. Lucienne lui apparut, belle et lumineuse, comme elle l'était avant la maladie. Elle lui tendait les bras, mais il y avait une tristesse dans ses yeux. « Fais attention, mon fils. Tout le monde n'a pas un cœur aussi bon que le tien. Certaines personnes font du mal parce qu'elles ont peur. » Gabriel se réveilla en sursaut, le cœur battant à tout rompre. Il regarda autour de lui dans la chambre sombre et serra son oreiller, essayant de se calmer. Ce n'était qu'un rêve, juste un rêve, mais quelque chose en lui, cette même intuition qui l'avait guidé dans les rues et l'avait maintenu en vie dans les pires moments, lui murmurait que la tempête approchait. Et cette fois, il n'aurait pas de boîte en carton où se cacher. La matinée commença comme toutes les autres dans la demeure Lambert. Gabriel se réveilla avec. Le soleil entrant par la fenêtre de sa chambre, s'étira dans son lit confortable
et descendit prendre son petit déjeuner avec Rosanne et Jacques. Mais il y avait quelque chose de différent dans l'air, une tension qu'il ne parvenait pas à identifier, comme si l'atmosphère elle-même retenait son souffle avant une terrible révélation. Rosanne semblait particulièrement nerveuse, remuant son café sans cesse et regardant par la fenêtre toutes les quelques secondes. Jacques était plus silencieux que d'habitude, le front plissé par l'inquiétude. Gabriel le remarqua, mais ne demanda rien. Il avait appris dans la rue qu'il valait parfois mieux attendre que les choses se révèlent d'elles-mêmes. Ce que le garçon ne savait pas, c'est que Monique avait passé toute la nuit à finaliser son piège. Tout était prêt. Les acteurs étaient partis briefés, les faux documents prêts, les témoins achetés alignés pour leur déposition. C'était un stratagème élaboré, cruel et parfaitement planifié pour détruire l'image de Gabriel une fois pour toutes. Après le petit déjeuner, Gabriel se dirigea vers le salon où Édouard l'attendait, comme chaque matin. L'homme d'affaires était excité. Ces derniers jours, il avait réussi à se tenir debout avec de l'aide pendant quelques secondes. La kinésithérapeute disait qu'en quelques semaines, il pourrait faire ses premiers pas avec un soutien. C'était un progrès extraordinaire, presque impossible, compte tenu de ses antécédents médicaux. « Bonjour, monsieur Édouard », salua Gabriel, avec son sourire habituel. « Bonjour, mon garçon. Aujourd'hui, je me sens particulièrement fort. Je pense que c'est ton jour de chance car je vais essayer de me tenir debout sans l'aide de Marcel. » Gabriel sourit et s'approcha, tendant les mains comme il le faisait toujours. Mais avant qu'il ne puisse commencer, la porte du salon s'ouvrit avec force. C'était Monique, accompagnée de 3 personnes que Gabriel n'avait jamais vues auparavant. 2 hommes, en costume, et une femme avec un porte-document. « Mon oncle, nous devons parler. »« Maintenant » dit Monique d'une voix qui tentait de paraître inquiète, mais que Gabriel reconnut comme fausse. Édouard fronça les sourcils, irrité par l'interruption. « Monique, nous sommes occupés, tu peux attendre. »« Non, mon oncle, c'est à propos du garçon. J'ai découvert des choses très graves que tu dois savoir. » Gabriel sentit son estomac se nouer. Il regarda les étrangers et remarqua quelque chose d'anormal dans leurs yeux. C'étaient des yeux entraînés à mentir. « Que se passe-t-il » demanda Édouard, maintenant véritablement inquiet. Monique fit un signe, et l'un des hommes en costume s'approcha. Il se présenta comme un détective privé, engagé par elle pour vérifier les antécédents du garçon. Il ouvrit un dossier et commença à étaler des documents sur la table. « Monsieur Lambert, je suis au regret de vous informer que le jeune Gabriel n'est pas celui qu'il prétend être. Il fait partie d'un réseau spécialisé dans les escroqueries visant les personnes âgées et financièrement vulnérables. »« Quoi ?» s'exclama Édouard incrédule. « C'est absurde. » Mais l'homme continua, montrant des documents qui semblaient officiels, avec des tampons et des signatures convaincantes. « Nous avons trouvé des traces d'au moins 5 cas similaires au cours des 2 dernières années. Des enfants des rues sont utilisés par des adultes criminels pour approcher des cibles riches. Ils gagnent leur confiance, prétendent avoir des pouvoirs de guérison ou des dons spéciaux, et peu à peu ils commencent à manipuler les victimes pour obtenir de l'argent et des biens. » Gabriel était pâle, les mains tremblantes. Il voulait crier que c'était un mensonge, qu'il ne ferait jamais une chose pareille. Mais sa voix ne sortait pas. La deuxième personne, la femme au porte-document, se présenta comme une assistante sociale et déclara avoir des témoignages de voisins de l'immeuble où vivait Gabriel. Elle dit que la mère du garçon était connue pour monter de petites arnaques, que Gabriel lui-même était entraîné depuis son plus jeune âge à pleurer et à mendier de manière convaincante. Tout était mensonge. Chaque mot était un mensonge cruel et calculé. Mais les mensonges étaient enveloppés dans des papiers officiels, dans des témoignages qui semblaient réels, dans des preuves soigneusement fabriquées pour paraître vraies. Édouard regarda Gabriel, cherchant un démenti dans les yeux du garçon. Mais ce qu'il vit, c'était de la peur. Et l'homme d'affaires, fragilisé par des années de trahison et de méfiance, interpréta cette peur comme de la culpabilité. « C'est vrai, Gabriel ?» demanda-t-il, la voix brisée. « Tu m'as trompé depuis le début ?»« Non, monsieur Édouard, je vous jure que non. Je ne vous mentirai jamais. Je voulais seulement vous aider. » Mais le doute était déjà semé. Le troisième homme, qui se présenta comme un avocat, ajouta qu'il y avait des témoins prêts à tout confirmer. Des gens qui auraient vu Gabriel avec des adultes suspects, planifiant des escroqueries,
discutant de sommes d'argent. Monique, voyant que le piège fonctionnait, posa la main sur l'épaule de son oncle avec une fausse compassion. « Mon oncle, je sais que c'est difficile à accepter. Tu t'es attaché au garçon, mais nous ne pouvons pas ignorer les preuves. S'il te plaît, au moins, considère ce qui est présenté. » Édouard sentait sa tête tourner. C'était trop. Des documents, des témoignages, des preuves. Comment tout cela pouvait-il être un mensonge? Il regarda à nouveau Gabriel et, pour la première fois, laissa la méfiance l'emporter. Peut-être que Monique avait raison, peut-être n'avait-il été qu'un vieil imbécile, désespéré d'espoir, facile à manipuler. « Sors !» dit Édouard d'une voix glaciale. « Sors de ma maison !» Gabriel sentit comme s'il avait reçu un coup de poing dans l'estomac. Des larmes commencèrent à couler sur son visage maigre. « S'il vous plaît, monsieur Édouard, je n'ai rien fait de tout ça, je vous le promets. Je voulais juste vous aider à aller mieux. »« Sors !» cria Édouard, perdant le contrôle de ses émotions. « Je ne veux plus te voir ici. Tout était un mensonge. Tout. Tu m'as utilisé comme tous les autres. » Monique se chargea personnellement d'escorter Gabriel jusqu'au portail. Le garçon pouvait à peine marcher tant il était désespéré, trébuchant sur ses propres pieds, les larmes brouillant sa vue. Rosanne arriva en courant, voulant l'aider, mais Monique l'en empêcha d'un regard tranchant. « Occupe-toi de tes affaires, Rosanne. Le garçon s'en va et ne reviendra pas. » Gabriel franchit le portail électronique et entendit le bruit de sa fermeture derrière lui. Il resta planté sur le trottoir, perdu, ne sachant où aller. La seule chose à laquelle il pouvait penser était l'expression d'Édouard. Ses yeux, qui avaient brillé de gratitude, le regardèrent maintenant avec haine et déception. Il marcha sans but dans les rues de Neuilly jusqu'à ce que ses pieds, par habitude et par mémoire, le ramènent à Belleville. De retour à la boulangerie Notre Pain, de retour à cette boîte en carton à l'arrière qui n'avait jamais cessé d'être son véritable foyer. Madame Irène le trouva là, recroquevillé dans la boîte, sanglotant d'une manière qui fendait le cœur. La vieille dame s'agenouilla à côté de lui, caressant ses cheveux de ses mains douces. « Mon petit, que s'est-il passé? Je pensais que tu vivais dans cette belle maison. » Gabriel raconta tout entre deux sanglots. Il parla des accusations, des faux documents, d'Édouard le chassant. Madame Irène écouta tout avec une indignation croissante. Elle connaissait ce garçon. Elle avait observé sa bonté sincère pendant des mois. Elle savait qu'il était incapable de mentir ou de tromper qui que ce soit. « C'est un coup monté, Gabriel. Quelqu'un a menti sur toi. Mais monsieur Édouard l'a cru. Il a cru que j'étais méchant. Parce qu'il a peur, mon enfant. Les gens qui ont peur croient aux pires choses. Mais la vérité finit toujours par éclater. » Pendant ce temps, à l'hôtel particulier, Édouard était seul dans le salon, les mains tremblantes sur ses genoux. Il sentit une douleur aiguë dans sa poitrine, mais ce n'était pas une douleur physique. C'était bien pire. C'était du remords. Il regarda ses jambes et essaya de bouger ses orteils. Rien. Il essaya de plier les genoux. Rien. En quelques heures, toute la mobilité qu'il avait récupérée au cours des derniers mois régressait. Ses muscles semblèrent se déconnecter à nouveau, retournant à cet état mort et inutile qu'il avait connu pendant une décennie. Monique observait son oncle depuis la porte, satisfaite. Tout se déroulait comme prévu. Dans quelques jours, quand Édouard serait suffisamment fragilisé, elle suggérerait des modifications au testament, prétextant que l'épisode avec Gabriel prouvait qu'il n'était pas en état de prendre des décisions importantes seul. Il serait facile de prendre le contrôle total. Mais Monique commit une erreur cruciale. Elle sous-estima Rosanne. L'employée de maison attendit que la maison soit silencieuse la nuit suivante. Elle savait que Monique gardait des documents importants dans son bureau privé, une pièce au 2e étage qu'elle considérait comme son domaine. Rosanne n'y était jamais entrée auparavant, mais cette nuit serait différente. Avec un trousseau de clés de rechange que Jacques lui avait donné, elle ouvrit la porte du bureau et commença à chercher. Elle fouilla les tiroirs, les armoires, les dossiers. Elle avait besoin de preuves. Elle avait besoin de quelque chose qui montrerait que tout avait été un coup monté. C'est dans le 3e tiroir du bureau qu'elle trouva un dossier étiqueté « Plan alternatif », caché sous d'autres documents. À l'intérieur se trouvaient des reçus de paiement faits à des acteurs, des preuves de virement à des faussaires, des notes manuscrites de Monique détaillant chaque étape de l'escroquerie contre Gabriel.
Les mains de Rosanne tremblaient en feuilletant les papiers. Tout était là. Des preuves irréfutables que Monique avait orchestré une farce, élaborée. Il y avait même un brouillon de faux testament qu'elle prévoyait de faire signer à Édouard, la désignant comme unique héritière et administratrice de tous ses biens. Mais il y avait plus. Des relevés bancaires montrant que Monique détournait de l'argent du compte d'Édouard depuis plus d'1 an. De petites sommes qui passaient inaperçues, mais qui, additionnées, atteignaient des montants astronomiques. Des reçus de paiement pour Marcel, non seulement en tant qu'infirmier, mais aussi comme exécutant de tâches, avec des références obscures à des choses qu'il faisait pour maintenir Édouard fragilisé. Rosanne savait qu'elle ne pouvait pas simplement montrer cela à Édouard. Son patron était dans un état émotionnel trop fragile, il ne la croirait probablement pas, et Monique trouverait un moyen de s'expliquer ou de détruire les preuves. Elle avait besoin d'un plan plus intelligent. Elle prit des photos de tous les documents avec son vieux téléphone portable, remit tout en place exactement comme c'était, et sortit du bureau en silence. Le lendemain, elle alla voir Jacques et lui montra ce qu'elle avait découvert. Le chauffeur devint blême en voyant les preuves. Il serra les poings si fort que les jointures de ses doigts blanchirent. Cette vipère, elle ne mérite pas de respirer le même air que nous. Nous devons le dire à Monsieur Édouard, dit Rosanne. Mais Jacques secoua la tête, pensif. Si nous lui montrons directement, il pourrait penser que nous essayons de nuire à sa nièce. Nous devons faire en sorte qu'il le découvre par lui-même, d'une manière qu'il ne pourra pas nier. Comment ? Jacques réfléchit un instant puis eut une idée. Il connaissait son patron depuis plus de 20 ans. Il savait comment son esprit fonctionnait, connaissait sa fierté, son besoin de tout contrôler. S'il s'y prenait bien, il pourrait amener Édouard à tout découvrir seul. Je vais laisser un dossier avec des copies de ces documents dans la boîte à gants de la voiture. Demain, quand nous irons à son rendez-vous médical, je dirai que j'ai besoin de prendre quelque chose là-dedans, et je le laisserai seul dans la voiture quelques minutes. Si je le connais bien, sa curiosité le poussera à voir ce que je cache. C'est risqué, souligna Rosanne. Et si ça ne marche pas? Alors on passera au plan B. Mais je connais mon patron. Il ne résiste pas à un mystère. Cette nuit-là, Édouard tenta de dormir mais n'y parvint pas. Il continuait de sentir ses jambes mourir peu à peu, la mobilité disparaissant comme de l'eau s'écoulant entre ses doigts. Et plus que la douleur physique, il y avait la douleur émotionnelle. Le souvenir du visage de Gabriel quand il l'avait chassé, ses grands yeux pleins de larmes, cette voix désespérée jurant son innocence. Avait-il commis une erreur? Les preuves, aussi convaincantes qu'elles aient pu paraître, étaient-elles fausses? Mais comment? Il y avait des documents officiels, des témoignages, des preuves concrètes. Non, il ne pouvait pas continuer à y penser. Il devait aller de l'avant. Gabriel l'avait trompé, un point c'est tout. Mieux valait le découvrir maintenant que plus tard. Mais même en se répétant cela, le remords ne passait pas. Le lendemain, Jacques conduisit Édouard à son rendez-vous médical comme convenu. Pendant le trajet, son patron était plus silencieux que d'habitude, regardant par la fenêtre avec une expression perdue. Quand ils arrivèrent à l'hôpital, Jacques se gara et se tourna vers l'arrière. « Monsieur Édouard, j'ai oublié un document important dans la boîte à gants. Je vais juste à la réception chercher une information, vous. Pouvez me le prendre en attendant. C'est dans un dossier noir. » Édouard acquiesça d'un signe de tête. Quand Jacques sortit de la voiture, l'homme d'affaires ouvrit la boîte à gants. Il y avait bien un dossier noir. Il le prit, curieux. Peut-être étaient-ce les papiers de la voiture, le renouvellement de l'assurance ou quelque chose comme ça. Mais quand il ouvrit le dossier, ce qu'il vit le figea sur place. C'étaient des copies de reçus de paiement. Des paiements effectués par Monique à des personnes avec des descriptions de services incluant prestations théâtrales et falsification de documents. Les dates coïncidaient exactement avec la période précédant les accusations contre Gabriel. Les mains d'Édouard se mirent à trembler. Il continua à feuilleter. Il y en avait plus, beaucoup plus. Des notes manuscrites de Monique détaillant comment elle prévoyait de discréditer le garçon. Des preuves de détournement d'argent de ses propres comptes. Des preuves que Marcel n'était pas seulement un infirmier, mais un complice actif dans un complot visant à le maintenir dépendant et isolé. La vérité tomba sur Édouard comme un seau d'eau glacée. Tout avait été un mensonge. Les accusations contre Gabriel étaient fausses. Sa nièce, la personne en qui il avait confiance, en qui il croyait, avait tout orchestré.
Et lui, imbécile et fragile qu'il était tombé droit dans le piège. Pire que tout, il avait chassé un garçon innocent. Il avait accusé cet enfant pur et bon d'être un menteur et un escroc. Il avait brisé le cœur de Gabriel de la manière la plus cruelle possible. Quand Jacques revint à la voiture, il trouva Édouard avec des larmes coulant sur son visage, tenant les documents de ses mains tremblantes. « Jacques, dites-moi que c'est vrai, dites-moi que ma nièce a vraiment fait tout ça. » Le chauffeur regarda son patron dans les yeux et répondit d'une voix ferme. « C'est la pure vérité, monsieur. Rosanne a trouvé ces documents dans le bureau de Madame Monique. Elle a tout manigancé. Gabriel a toujours été innocent. » Édouard ferma les yeux, le poids de la culpabilité lui écrasant la poitrine. Qu'avait-il fait? Comment avait-il pu être si aveugle, si stupide? Ce garçon lui avait fait confiance, lui avait ouvert son cœur, lui avait offert sa bonté, sans rien demander en retour. Et Édouard avait craché sur cette bonté, avait rejeté le garçon dans la rue comme un déchet. « Jacques, annulez le rendez-vous. Je ne vais pas chez le médecin aujourd'hui, dit Édouard d'une voix décidée. Nous avons 2 choses à faire. D'abord, vous allez m'emmener là où se trouve Monique. J'ai quelques vérités à lui dire en face. Et ensuite, nous allons chercher Gabriel. Peu m'importe s'il est à l'autre bout de la ville, nous allons le trouver et j'implorerai son pardon à genoux s'il le faut. » Le chauffeur sourit pour la première fois depuis des jours. Enfin, son patron était de retour. Le vrai Édouard Lambert, l'homme juste et droit que Jacques avait connu des décennies plus tôt. « Bien, monsieur, c'est exactement ce que nous allons faire. Mais avant d'affronter Monique, avant de chercher Gabriel, Édouard savait qu'il devait se préparer émotionnellement, car il ne cherchait pas seulement le pardon du garçon, il cherchait sa propre rédemption. La voiture filait dans les rues de Paris avec urgence, tandis qu'Édouard repassait mentalement ce qu'il allait dire. L'épreuve était sur ses genoux, chaque page un témoignage de la trahison de Monique. Mais plus que de la colère, ce qu'il ressentait était de la déception. De la déception envers lui-même pour s'être laissé si facilement manipuler, pour avoir permis à la méfiance de l'emporter sur l'amour. Ils arrivèrent à l'hôtel particulier en fin d'après-midi. Édouard demanda à Jacques de le conduire directement au bureau où il savait qu'il trouverait Monique. Elle était là, assise confortablement dans le fauteuil en cuir, naviguant sur son ordinateur portable, planifiant probablement déjà la prochaine étape de son stratagème. Quand la porte s'ouvrit et qu'Édouard entra, poussé par Jacques, Monique se leva avec un sourire étudié. « Mon oncle, je suis contente que tu sois rentré. Comment s'est passé le rendez-vous ?»« Je l'ai annulé, » répondit Édouard, d'une voix glaciale. « J'avais des affaires plus importantes à régler. » Monique cligna des yeux, confuse. Quelque chose dans son ton la mit en alerte. « Quel genre d'affaires ?» Édouard jeta le dossier noir sur le bureau, les documents s'éparpillant entre eux. Le sang quitta le visage de Monique quand elle reconnut ce que c'était. « Je veux que tu m'expliques ça, » dit Édouard en montrant les reçus. « Je veux que tu m'expliques chaque centime que tu as détourné, chaque mensonge que tu as inventé, chaque seconde que tu as passée à détruire la vie d'un garçon innocent. » Monique tenta de garder son sang-froid, mais ses mains tremblaient. « Mon oncle, je peux tout expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. Ne me mens plus !» explosa Édouard, avec une force qui le surprit lui-même. « C'est fini, Monique. Je sais tout. Je sais que tu as monté toute cette farce contre Gabriel. Je sais que tu as payé des acteurs pour se faire passer pour des détectives et des assistantes sociales. Je sais que tu as falsifié des documents pour faire passer ce garçon pour un criminel. Et je sais que tu me voles depuis plus d'1 an. » Elle essaya de parler, mais Édouard ne la laissa pas faire. « Tu sais ce qui est le pire. Ce n'est pas l'argent. De l'argent, j'en ai à ne plus savoir qu'en faire. Le pire, c'est que tu as détruit la seule chose vraiment bonne qui soit entrée dans ma vie depuis des années. Ce garçon ne voulait rien de moi à part m'aider. Il n'a pas demandé de récompense, pas d'argent, rien. Il a juste offert sa bonté. Et toi, par pure cupidité, tu as décidé de mettre fin à tout ça. »« Mais mon oncle, j'ai fait ça pour te protéger, » tenta Monique désespérée. « J'avais peur qu'il te trompe. »« Mensonge !» Édouard frappa du poing sur l'accoudoir de son fauteuil roulant. « Tu as fait ça en pensant à toi-même, à ton héritage, à ton avenir confortable bâti sur ma souffrance. » Monique réalisa qu'elle avait perdu. Il ne servait plus à rien de faire semblant. La partie était terminée. Ses yeux, d'habitude si contrôlés et calculateurs, s'emplirent de larmes de rage et de frustration. « Et que vas-tu faire maintenant? Me dénoncer? Me faire arrêter? Je suis ta seule famille, mon oncle. Tes enfants sont loin, ta femme t'a abandonné.
C'est moi qui suis là. Édouard la regarda avec un mélange de pitié et de dégoût. Tu n'as jamais été là pour moi, Monique. Tu étais là pour mon argent. Et maintenant, tu vas partir. Aujourd'hui même. Je te veux hors de ma maison dans 1 heure. Et si dans 60 minutes tu es encore ici, j'appellerai la police et je leur remettrai toutes ces preuves. Je te poursuivrai pour détournement de fonds, falsification de documents et diffamation. Tu passeras un bon moment à découvrir les conséquences légales de tes actes. Monique ouvrit la bouche pour argumenter, mais l'expression d'Édouard ne laissait aucune place à la négociation. Elle rassembla ses affaires à la hâte, les larmes maintenant de peur sincère, et quitta l'hôtel particulier sans se retourner. Jacques s'assura personnellement qu'elle n'emporte que ce qui lui appartenait et rien de plus. Marcel, l'infirmier, fut renvoyé le même jour. Quand il tenta de protester, Jacques lui montra simplement quelques-unes des notes de Monique qui le mentionnaient. L'homme partit sans dire un mot, sachant qu'il s'en tirait à bon compte. La maison enfin libérée de ceux qui avaient empoisonné son atmosphère, Édouard s'accorda un moment de répit. Mais il n'y avait pas de temps pour se reposer. Il devait trouver Gabriel, il devait lui demander pardon. Jacques avait déjà contacté Madame Irène de la boulangerie. C'est elle qui confirma que le garçon était de retour dans sa boîte en carton, refusant de parler à qui que ce soit, passant ses journées en silence à regarder dans le vide. La vieille dame était inquiète. Elle n'avait jamais vu Gabriel aussi brisé. La nuit était déjà tombée quand Édouard et Jacques arrivèrent à Belleville. L'homme d'affaires insista pour sortir de son fauteuil roulant et être soutenu par son chauffeur. Il voulait le faire debout, même si c'était difficile, même si ses jambes répondaient à peine. C'était une question de respect. Ils trouvèrent Gabriel à l'arrière de la boulangerie, assis à côté de sa boîte, les genoux serrés contre sa poitrine. Même de loin, Édouard pouvait voir que le garçon était différent. La lumière qui brillait toujours dans ses yeux s'était éteinte. « Gabriel !» appela Édouard, la voix étranglée par l'émotion. Le garçon leva lentement la tête. Quand il vit qui c'était, il tourna le visage, refusant de le regarder. « Allez-vous-en. Je ne veux pas vous parler. » Chaque mot fut comme un coup de poignard dans le cœur d'Édouard, mais il le méritait. Il méritait chaque once de ce rejet. « Gabriel, s'il te plaît, je dois te parler. J'ai découvert la vérité, sur tout. »« Ça n'a pas d'importance, » murmura le garçon, la voix sans vie. « Vous avez déjà décidé que j'étais méchant. On ne peut plus revenir en arrière. » Édouard sentit ses jambes flancher et, soutenu par Jacques, parvint à s'agenouiller là, sur le sol sale de la ruelle. Un homme d'affaires de 63 ans, valant des millions, agenouillé dans la saleté pour demander pardon à un garçon de 7 ans. « Tu as raison. On ne peut pas revenir sur ce que j'ai fait. Je ne peux pas effacer la douleur que j'ai causée. Mais je peux te demander pardon. Je peux te dire que j'ai découvert que tout était un mensonge, que ma nièce a tout manigancé, que tu as toujours été innocent. » Gabriel le regarda enfin, et Édouard vit des larmes couler sur le visage maigre du garçon. « Pourquoi l'avez-vous cru, elle, et pas moi? Je ne vous ai jamais menti. Jamais. » La voix brisée de Gabriel déchira le cœur d'Édouard en 1 million de morceaux. « Parce que je suis un imbécile, un vieil homme amer qui a passé tellement de temps à être trahi que j'ai oublié comment reconnaître la vérité quand elle était juste devant moi. Tu m'as offert une bonté sincère et je l'ai jetée à la poubelle. Pardonne-moi, Gabriel. S'il te plaît, pardonne-moi. » Le garçon resta silencieux pendant de longues minutes. Édouard resta agenouillé, sans se soucier de la douleur dans ses jambes, du froid du sol, de rien d'autre que d'obtenir le pardon de cet enfant qu'il avait si profondément blessé. Ce fut M. Victor, le vieil aveugle assis à proximité, qui rompit le silence. « Petit Gabriel, ne laisse pas ton cœur s'endurcir. Ta mère n'aurait pas voulu ça. » Et comme un barrage qui cède, Gabriel s'effondra en sanglots. Il courut vers Édouard et se jeta dans ses bras, pleurant comme il n'avait pas pleuré depuis le départ de sa mère. Édouard le serra fort, ses propres larmes mouillant les cheveux du garçon. « Je vais revenir, » murmura Gabriel entre 2 sanglots. « Mais seulement si vous promettez une chose. N'importe quoi. Promettez que vous ne laisserez plus jamais la méchanceté. Des gens parlaient plus fort que la bonté qui est en vous. » Édouard resserra son étreinte, sentant quelque chose se guérir dans sa poitrine, quelque chose qui était brisé depuis des années et que seul ce garçon pouvait réparer. « Je le promets. Du fond de mon cœur, je le promets. »
et ce fut à ce moment-là, avec Gabriel dans ses bras et le cœur enfin vraiment ouvert, qu'Édouard le sentit. Cette chaleur familière qu'il avait connue la première fois qu'il avait touché le garçon, mais maintenant 1000 fois plus forte. Elle monta le long de ses bras, parcourut son torse, descendit dans ses jambes comme une vague d'énergie pure. Quand Gabriel s'écarta pour essuyer son visage, Édouard sentit quelque chose d'extraordinaire. Ses muscles répondirent. Ses jambes, qui étaient faibles et mortes, reprirent soudain vie. Sans réfléchir, sans planifier, Édouard se leva tout simplement. Il se tint debout, seul, pour la première fois en 10 ans. Jacques écarquilla les yeux. Madame Irène, qui observait depuis la fenêtre de la boulangerie, porta la main à sa bouche sous le choc. Monsieur Victor et Madame Thérèse s'arrêtèrent net. Gabriel leva les yeux, surpris, et vit Édouard debout devant lui. « Vous êtes debout !» murmura le garçon émerveillé. Édouard regarda ses propres jambes comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. Il fit un pas hésitant, puis un autre, et un autre. Bientôt il marchait. Il marchait vraiment, sans l'aide de personne. Ce n'étaient pas des pas parfaits ou fermes, mais c'étaient des pas, c'était du mouvement, c'était de la vie. Il tomba à nouveau à genoux, cette fois non pas de faiblesse, mais d'émotion, et serra Gabriel dans ses bras une fois de plus. « Tu m'as guéri, mon garçon, pas seulement mes jambes, tu as guéri mon âme. » Dans les semaines qui suivirent, la demeure Lambert se transforma complètement. Gabriel retourna dans sa chambre, mais cette fois avec la certitude qu'il ne serait plus jamais renvoyé. Édouard entama la procédure légale d'adoption, s'assurant que le garçon serait officiellement son fils aux yeux de la loi. Madame Irène fut invitée à vivre dans la demeure, occupant une chambre spacieuse au premier étage. Elle et Rosanne devinrent des amies inséparables, s'occupant ensemble de Gabriel et de la maison. Jacques fut promu administrateur général des propriétés, avec un salaire et des avantages qui reflétaient sa loyauté de plusieurs décennies. Quant à Monique, Édouard décida de ne pas la poursuivre en justice. La menace et la certitude d'être complètement exclue du testament suffirent. Elle déménagea en province et ne tenta plus jamais de le contacter. Mais la plus grande transformation ne fut pas structurelle. Elle se produisit dans le cœur d'Édouard. L'homme d'affaires qui avait été amer et solitaire pendant tant d'années découvrit un nouveau but. Il ne voulait plus seulement accumuler des richesses. Il voulait faire une réelle différence dans la vie des gens. Ce fut Gabriel qui suggéra l'idée, un dimanche matin alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner ensemble. « Monsieur Édouard, il y a beaucoup d'enfants comme moi dans les rues, qui ont froid, qui ont faim, sans personne pour s'occuper d'eux. On ne pourrait pas faire quelque chose pour les aider. » Édouard regarda ce garçon qui, même après avoir tant souffert, pensait encore aux autres et sut exactement ce qu'il devait faire. Les mois suivants, il lança le projet d'un centre d'accueil pour les enfants des rues. Ce ne serait pas seulement un refuge, ce serait un lieu de transformation, avec des chambres dignes, une éducation de qualité, un suivi psychologique, une alimentation nutritive, des ateliers d'art et de musique, et par-dessus, tout de l'amour et du respect. Gabriel participa activement à la planification. Il suggéra de grandes fenêtres parce que les enfants des rues ont besoin de lumière et d'espoir. Il demanda un potager communautaire parce qu'enseigner à cultiver des aliments donne un sens des responsabilités et de la fierté. Il voulut une cuisine ouverte, où les enfants pourraient apprendre à cuisiner et sentir l'odeur de la nourriture préparée avec soin. Le centre fut baptisé Institut Lucienne Dubois, en l'honneur de la mère de Gabriel. Lors de l'inauguration, des centaines de personnes étaient présentes, des politiciens, des hommes d'affaires, des gens ordinaires qui voulaient contribuer. Mais ce fut Gabriel qui coupa le ruban aux côtés d'Édouard, qui marchait maintenant avec une simple canne comme appui. Le premier groupe d'enfants accueillis incluait Monsieur Victor et Madame Thérèse. Ils reçurent un chalet adapté à l'arrière de l'Institut, où ils pouvaient vivre dans la dignité tout en recevant des soins médicaux et un soutien. Avec le temps, Édouard se rétablit complètement. La kinésithérapie intensive, combinée à une volonté renouvelée et à ce don mystérieux de Gabriel, lui rendit une mobilité totale. Il retourna au travail, mais ses affaires avaient maintenant un but différent. La moitié des bénéfices de ses entreprises étaient reversés à des projets sociaux. L'Institut Lucienne Dubois se développa. D'abord dans d'autres arrondissements de Paris, puis dans d'autres villes de la région, et finalement
dans d'autres régions de France. Chaque unité suivait le même modèle d'amour, de respect et de dignité que Gabriel avait aidé à créer. Gabriel grandit dans cet environnement, entouré d'amour et de sens. Édouard ne permit jamais que le garçon soit gâté par la richesse. Il lui enseigna les valeurs du travail, de l'honnêteté et de la compassion. Le garçon étudia dans de bonnes écoles, mais n'oublia jamais d'où il venait. Il visitait régulièrement l'institut, parlait avec les enfants, partageait son histoire. Quand il eut 18 ans, Gabriel dut prendre une décision. Édouard lui proposa de le mettre à la tête des entreprises familiales, de faire de lui l'héritier d'un empire financier. Mais le jeune homme avait d'autres projets. « Papa, dit-il, Édouard adorait maintenant être appelé ainsi. Je veux faire des études de travail social. Je veux travailler directement avec les enfants de l'Institut. L'argent est important, mais ce n'est pas ce qui va changer le monde. Ce sont les gens qui changent le monde, une vie à la fois. » Édouard serra dans ses bras le fils que le destin lui avait donné et sourit avec fierté. Ce garçon de 7 ans qu'il avait trouvé mendiant des pièces était devenu un homme de principe, gardant la pureté de son cœur, même après tout ce qu'il avait traversé. Au fil des ans, l'histoire de Gabriel et d'Édouard devint une légende à Paris. Des journaux publièrent des reportages, des émissions de télévision firent des sujets spéciaux, des livres furent écrits sur le garçon qui guérit un homme d'affaires, et l'homme d'affaires qui réapprit à aimer. Mais pour eux deux, la véritable histoire n'a jamais été celle de miracles physiques, c'était celle de la guérison de l'âme. C'était celle d'un vieil homme apprenant qu'il valait la peine de faire confiance à nouveau. C'était celle d'un garçon découvrant que la bonté n'est pas une faiblesse, mais une force. C'était celle de 2 personnes solitaires qui trouvèrent une famille là où elles s'y attendaient le moins. L'Institut Lucienne Dubois devint finalement une référence nationale en matière d'accueil et de réhabilitation d'enfants en situation de vulnérabilité sociale. Des politiques publiques furent créées sur la base de son modèle. D'autres organisations répliquèrent ces pratiques. Des milliers de vies furent transformées. Édouard, déjà à un âge avancé, avait l'habitude de s'asseoir dans le jardin de l'Institut au crépuscule, observant les enfants jouer. Certains couraient, d'autres jouaient au ballon, beaucoup riaient aux éclats de cette manière libre et heureuse que seuls les enfants savent rire. Et il pensait à quel point sa vie avait été vide avant l'arrivée de Gabriel. Gabriel, maintenant adulte, marié et père de famille, continuait de consacrer sa vie à l'Institut. Ses enfants y grandirent, apprenant les mêmes valeurs que leur grand-père Édouard et leur grand-mère Lucienne, qu'ils n'avaient connues qu'à travers les histoires, lui avaient enseignées. Un dimanche après-midi, Édouard demanda à Gabriel de l'asseoir près du jardin. Sa santé était fragile, mais ses yeux brillaient encore de cette vie que Gabriel lui avait rendue des décennies plus tôt. « Tu sais que tu m'as sauvé ce jour-là, n'est-ce pas ?» dit Édouard en tenant la main de Gabriel. « Nous nous sommes sauvés l'un l'autre, papa. Tu m'as donné un foyer. Je t'ai donné de l'espoir. C'était un échange équitable. » Édouard sourit. « Non, tu m'as donné bien plus. Tu m'as donné un but. Tu m'as appris qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour choisir la bonté plutôt que l'amertume. Tu m'as appris que les vrais miracles ne viennent pas de pouvoirs surnaturels. Ils viennent de l'amour que nous choisissons de donner. » Des larmes coulèrent sur le visage de Gabriel. Il serra dans ses bras l'homme qui avait été bien plus qu'un père, qui avait été son plus grand ami, son partenaire dans la mission de rendre le monde meilleur. « Merci d'avoir cru en moi, papa, même après tout. Merci de m'avoir pardonné, mon fils, même quand je ne le méritais pas. » Les deux restèrent là, assis, dans le jardin, écoutant les rires des enfants, sentant la douce brise parisienne, sachant qu'ils avaient accompli leur mission dans cette vie. Ils avaient transformé la douleur en amour, la solitude en famille, le désespoir en espoir. L'hôtel particulier, qui était autrefois une prison de marbre et de tristesse, débordait maintenant de vie. Il avait été transformé en musée et centre éducatif, racontant l'histoire de cette rencontre improbable entre un enfant des rues et un homme d'affaires en fauteuil roulant. Des visiteurs venèrent de toute la France pour connaître l'endroit où tout avait commencé, pour s'inspirer, pour croire que les miracles existent encore. Gabriel regarda son père et vit un sourire de paix sur son visage ridé, et il comprit que c'était là le véritable héritage qu'il laisserait. Pas les bâtiments, pas l'argent, pas les institutions. L'héritage était la preuve vivante que l'amour peut guérir n'importe quelle blessure,
que la bonté peut vaincre n'importe quelle méchanceté, qu'il n'est jamais trop tard pour choisir d'être une meilleure personne. Et tandis que le soleil se couchait sur Paris, teintant le ciel d'orange et de rose, Édouard et Gabrielle restèrent ensemble, père et fils non par le sang mais par le choix, sachant que leur vie s'était entrelacée pour un but plus grand. Ils avaient enseigné au monde que les plus grands miracles ne sont pas enveloppés dans des prodiges impossibles. Ils viennent dans de petits paquets, dans les mains d'un enfant au cœur pur et dans la seconde chance d'un homme qui a réappris à aimer. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Gabrielle et Édouard a profondément touché votre cœur. Si vous avez été ému par ce voyage de pardon, de rédemption et d'amour véritable, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires quel moment vous a le plus touché. Chaque jour, nous vous apportons des histoires intenses et transformatrices comme celle-ci, qui révèlent le côté le plus beau et le plus vrai de l'humanité. Des histoires qui nous rappellent qu'il y a toujours de l'espoir, toujours une chance de recommencer, et que l'amour est la force la plus puissante qui existe. Nous vous attendons pour le prochain épisode, avec un autre récit qui vous fera croire au pouvoir de la bonté humaine. À bientôt.